Déjà, bienvenue pour dans cette présentation. Je m'appelle Thierno Ibrahima Diop. Je travaille en tant que data scientist et plus particulièrement, je suis plus focus sur tout ce qui est natural language processing et speech recognition et tout ça. Donc, pour tout ce qui est audio et texte, en fait. Donc, l'objectif de ce talk, c'est surtout de vous présenter comment on peut utiliser la librairie Keras NLP pour faire tout ce qui est NLP. Là, on va plus ou moins le tester sur une compétition Kaggle, mais tout ce qu'on va dire ici, c'est bien sûr valable sur tout projet NLP que vous allez avoir à faire. Et vous allez voir à quel point c'est vraiment simple comparé à d'autres librairies ou à d'autres manières de faire la même chose. C'est vraiment très, très simple. Alors, vu qu'on va parler de NLP, moi, je voulais juste d'abord donner, on va dire, un petit aperçu de ce que l'on veut dire et de ce qu'on fait quand on parle de text classification. Donc, j'ai quand même donné quelques mots en anglais, désolé, c'est juste par habitude et vu que tout est quasiment en anglais, donc il n'y a pas trop le choix de toute façon. Donc, normalement, quand on veut faire de la classification de texte, parce que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça qu'on essaie de démontrer en fait aujourd'hui avec Keras NLP, vous pouvez voir que normalement, on a toujours un texte en entrée parce que c'est ce qu'on veut classifier. Mais le problème, c'est que le texte ne peut pas être utilisé par un modèle de machine learning, vu que ce n'est pas des chiffres. Et comme on le sait, en machine learning, tout est une question de, voilà, d'algèbre linéaire ou de calcul numérique et tout ça. Raison pour laquelle les gens ont trouvé des solutions pour transformer du texte en numérique et donc pouvoir le traiter avec les modèles et tout ça. Donc, quand on a un texte comme une phrase là, on doit faire d'abord deux choses. On a des normalisations à faire, mais aussi on a de la tokenisation à faire. Donc, la normalisation, ce n'est pas forcément obligatoire parce que c'est juste pour cleaner le texte. Donc, ça peut être rendre les mots en minuscules. Ça peut être prendre un mot qui est conjugué et retrouver son infinitif et ainsi de suite. Donc, c'est ça en fait. Il y a aussi la tokenisation. La tokenisation, c'est le fait de séparer une phrase ou un paragraphe à des tokens. Les tokens, souvent, ça peut être des mots. C'est ce qu'on avait avant. Donc là, on a ce film et ainsi de suite. Et donc, c'est ce mot-là qu'on va donner des identifiants après, ce qu'on appelle l'encodage aussi. Ça peut être juste des chiffres, comme ce que vous voyez ici, qui sont après traités dans la suite. Mais ça peut aussi ne pas être des mots. On peut découper cette phrase-là en des sous-mots ou subwords. Donc, on pourrait avoir, au lieu d'avoir vraiment, on pourrait avoir vrai et ma, selon la fréquence de ces tokens-là sur un corpus donné. Et ça, c'est important à savoir parce que la plupart des modèles qu'on a actuellement, l'état de l'art, dans tout ce qui est NLP, n'utilisent pas des mots comme des tokens. Le problème avec ça, c'est que les tokens où on a des mots, il y a trop de... le vocabulaire est trop important en fait. Et on est obligé d'éliminer pas mal de mots et on se retrouve avec des mots inconnus quand on doit faire de la classification. Raison pour laquelle on a des sous-mots. Et donc, même quand un mot est rare, le fait de le découper en des sous-mots va faire que les sous-mots n'étaient pas rares en fait. Raison pour laquelle c'est très populaire de nos jours de découper les phrases et tout ça en des sous-mots et pas des mots. Et donc, une fois qu'on a l'encodage qui est fait, et donc on a la version numérique de la phrase, on peut faire un modèle de classification. C'est ce qu'on a à la fin. Donc, voici les étapes à respecter quand on veut faire de la classification de texte. Maintenant, le truc, c'est que l'encodage là peut se faire de différentes manières. Alors, vraiment de différentes manières. Donc, on va juste voir quelques exemples ici. Un exemple qui est normalement le plus simple, je dirais, c'est ce que vous voyez en haut, à gauche. C'est ce qu'on appelle le one-hot encoding. C'est juste le fait de prendre les mots ou les tokens qui sont dans la phrase. Et quand on prend une phrase, on va juste dire est-ce que ce token est présent ou pas dans la phrase. C'est aussi simple que ça. Donc, l'exemple ici, c'est quoi? On a la phrase the cat sat et on a un vocabulaire qui est fixé à l'avance. Donc, on a cat, mat, et ainsi de suite. Comme on a la phrase the cat sat, donc ça veut dire que pour le mot the, il y aura un sur le mot the, il y aura aussi un sur le mot cat et un sur le mot sat. Donc, c'est une représentation numérique de la phrase de cat sat et qu'on peut donner à un modèle pour travailler avec parce que c'est du numérique. C'est tout ce dont on a besoin, à vrai dire. Maintenant, les encodages n'ont pas vraiment, on va dire, la même puissance. En fait, les encodages ne sont pas égaux. Si on peut dire ça comme ça, en fait. Ce n'est pas vraiment égal de
de faire un encodage comme le encoding, comparé par exemple au back of word, parce que le back of word, par exemple, va donner plus d'informations. Parce qu'au lieu juste de dire est-ce que le mot existe ou pas, ça va nous donner le nombre d'occurrences de chaque mot au niveau de la phrase considérée. Et donc, ça donne plus d'informations forcément. Et ça passe aussi par un autre qui s'appelle TF-IDF, et ainsi de suite. On a par contre quelque chose qui est beaucoup plus puissant et qui est quasiment utilisé partout de nos jours. C'est ce qu'on appelle l'embedding. C'est juste le fait de transformer un mot ou un token, on va dire, en un vecteur. Ce vecteur-là, ce n'est pas quelque chose qui est fixé comme le nombre de mots et tout ça. C'est carrément une représentation sémantique du mot ou du token ou de la phrase. Donc, c'est beaucoup plus puissant et ça se fait par apprentissage. Ce n'est pas comme ce qu'on a vu à gauche où on peut juste compter des choses comme ça. Là, on va avoir un modèle qui va essayer d'apprendre à représenter un mot ou un token et représenter le sens. Quand je dis le sens, si vous regardez à droite, vous voyez que les mots qui sont similaires sont représentés dans l'espace de manière très proche. On voit que là, on a pen et pencil qui sont très proches et avec le writing aussi. Ça veut dire que notre modèle a pu représenter les mots ou les tokens de manière vraiment assez intéressante et sémantique. Raison pour laquelle quelqu'un d'autre pourrait venir et utiliser les embeddings et les vecteurs pour représenter ces mots et juste faire de la classification après. Et donc, ne pas se fatiguer à trouver une manière intéressante de représenter les mots ou encore plus dure, à avoir assez de capacités, que ce soit ressources matérielles ou le jeu de données nécessaire pour entraîner son propre modèle d'embedding. Donc, raison pour laquelle on a de nos jours pas mal de modèles d'embedding. Ce que vous voyez les gens parler de language model ou large language model, c'est avant tout derrière des modèles d'embedding qui sont dans les couches basses. Après, on peut ajouter d'autres couches pour faire de la prédiction de mots ou de phrases et tout ça, peu importe. Mais derrière, il y a ces embeddings-là qui sont créés. Donc, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on ne va pas toucher à encoding et tout ça. Il n'y a rien de librairies comme ça qui font ça et tout. Nous, on va plus faire focus sur comment on peut utiliser des modèles déjà existants et les utiliser facilement avec Keras NLP pour faire de la classification de texte. Et vous allez voir que c'est hyper simple, en fait. Alors, Keras NLP, c'est quoi? En fait, je pense que la plupart ici connaissent Keras, mais Keras, c'est juste un framework de deep learning. Alors, pour ceux qui connaissent Keras aussi, avant que ça soit intégré dans TensorFlow, Keras permettait de faire très facilement des modèles de deep learning en étant au-dessus des autres frameworks comme PyTorch, TensorFlow et ainsi de suite. Il y avait d'autres frameworks à l'époque même. Maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, je pense, Keras a été intégré avec TensorFlow directement. Raison pour laquelle il n'y avait plus vraiment ce support avec les autres librairies comme PyTorch et tout ça. Maintenant, il y a Keras Core. Donc, Keras Core, ça permet de faire de nouveau ça. Ça permet non seulement d'utiliser Keras pour TensorFlow, mais de l'utiliser pour PyTorch et pour JAX en fait, en utilisant la même interface, la même API, ce qui est vraiment, vraiment très utile parce que le même code peut utiliser comme framework de base TensorFlow ou PyTorch et selon les problèmes qu'on essaie de régler et tout ça, ça peut devenir vraiment très, très intéressant. Je pense que c'est vraiment une des choses qui a été, pour moi en tout cas, le plus marquant sur l'année actuelle, c'est-à-dire le fait d'avoir Keras Core et le fait de pouvoir utiliser ça sur différents frameworks très facilement avec la même API. Donc, Keras NLP a pris avantage de ça et donc maintenant, Keras NLP, c'était pas à l'époque, c'était pas comme ça avant, époque, c'est 2022, donc c'est pas époque. Mais maintenant, Keras NLP utilise Keras Core. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut avoir un code Keras NLP et utiliser TensorFlow, PyTorch ou JAX comme le moteur deep learning derrière, ce qui est très intéressant. Ce que Keras NLP nous permet de faire, c'est quoi? C'est d'avoir des building blocks, des modèles qui sont, on va dire, l'état de l'art, surtout basés sur des transformers, pouvoir les utiliser très facilement pour faire de la classification de texte ou d'autres problématiques liées au traitement naturel, au NLP en fait. Et sur Keras NLP, on a des composants qui sont assez modulaires qu'on peut réutiliser, qu'on peut séparer, et ainsi de suite. C'est ça aussi la puissance, c'est qu'il y a la simplicité pour quelqu'un qui ne veut pas séparer les choses, mais il y a aussi la complexité pour quelqu'un qui veut faire des choses plus complexes et donc pouvoir séparer les choses. Donc là, comme vous pouvez voir, les 4 composants principaux de Keras NLP, c'est le tokenizer. On a déjà un peu parlé de token et tout ça, donc ça devrait vous parler. C'est le préprocesseur, ça, on va en parler après.
les backbones et pour finir, les tasks, ce qui sont, on va dire, juste les modèles de classification en fait. Donc, on va aller dans les détails de chacun de ces tokens et on va faire la démo avec ça après. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment pour qu'après, n'importe qui puisse utiliser ça en tant que développeur même pour traiter des problèmes de classification de texte très facilement, sans même des fois et souvent avoir besoin de connaître les détails de comment tout ça fonctionne. Alors, on va passer à chaque composant de classe NLP. Donc, on a le tokenizer. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le tokenizer va juste permettre de découper un texte en tokens. Ici, c'est un peu plus ça, parce que ce n'est pas juste des tokens, mais ça va aussi nous retourner des nombres, donc des entiers, pour représenter chaque token automatiquement. Donc, vous voyez qu'il y a XX tokenizer, c'est parce que chaque modèle a sa manière de tokeniser le texte. Donc, si on prend BERT ou Roberta ou d'autres modèles comme GPT-2, ce n'est pas la même manière de tokeniser les phrases, en fait. C'est pour ça qu'on a XX là-bas. Mais vous voyez que l'utilisation est très simple. On prend classe NLP, modèle, on prend le modèle, comme je dis, qui nous intéresse. Ici, c'est Roberta. Donc, on prend le Roberta tokenizer et on fait from preset pour dire juste charge le tokenizer qui vient de Roberta base ici. Et c'est tout. Et donc, on a notre tokenizer et après, on peut tokeniser des phrases. C'est aussi simple que ça. Donc, pour résumer, le tokenizer prend en entrée un texte et permet de retourner en sortie des ID qui représenteront les différents tokens. Vous voyez que c'est du rag tensor ici. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais tout ce que ça veut dire, c'est que c'est des tensors qui peuvent avoir des éléments de différentes tailles comparé au tensor classique. Et c'est très utile quand on parle de NLP, parce que comme vous pouvez vous douter, les textes n'ont pas forcément toujours la même longueur. On a le préprocesseur. Donc, le préprocesseur, pourquoi on a besoin de ça? C'est un peu subtil, parce qu'on a déjà parlé du tokenizer, qui fait déjà la tokenisation et qui retourne des entiers. Le truc, c'est que ça ne suffit pas, parce que les modèles aussi ont leur manière de préprocesser le texte. Si on prend BERT, par exemple, il va te créer un token CLS, par exemple, pour représenter l'ensemble de la phrase. Il va te créer un token SEP pour séparer les phrases, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a aussi besoin du préprocesseur, parce que le tokenizer, il prend juste un texte et donne des tokens. Il faut d'abord préprocesser ce texte-là. Quand on a une phrase et qu'on fait avec BERT, on doit préprocesser ça pour ajouter le token CLS et tout ça. Donc, le préprocesseur est là pour ça. Donc, le préprocesseur contient aussi en même temps le tokenizer. Donc, quand on donne quelque chose au préprocesseur, il va non seulement faire le préprocessing pour préparer le texte comme le modèle attend, en fait, mais il va aussi faire le tokenizer. Donc, un préprocesseur, c'est juste quelque chose qui ajoute. En fait, c'est la partie normalisation dont on a déjà parlé. C'est aussi simple que ça. Donc, il fait la normalisation et il ajoute aussi la tokenisation en même temps. Et on a le backbone. Donc, un backbone, c'est quelque chose qui est très populaire dans le deep learning. Ce n'est pas que ici, en fait. Le backbone, c'est juste quelque chose qui est, on va dire, assez conséquent. Donc, ce n'est pas le modèle, mais c'est une partie très importante du modèle. Et souvent, quand on parle de backbone, c'est juste le fait d'avoir en entrée quelque chose qui est beaucoup moins informatif, on va dire, sur ce qu'on veut faire. Mais en sortie, on va avoir quelque chose qui est une représentation dense de l'entrée qu'on a et qui a une représentation sémantique, en fait. Donc, si on revient sur l'exemple des embeddings, ici, le backbone jouerait ce rôle-là. Il prendrait en entrée la sortie du préprocesseur, donc c'est des tokens qui sont juste des entiers, et il va transformer ça avec différentes couches de deep learning pour donner en sortie une représentation dense du texte qu'on a par exemple en entrée ici. On l'utilise dans le domaine de l'image et tout ça. Donc, ça reste toujours la même chose. L'objectif d'un backbone, c'est de prendre en entrée quelque chose qui n'a pas vraiment de l'information sémantique et tout ça, et de donner en sortie quelque chose qui a une représentation sémantique et qu'on peut utiliser très facilement et donner ça à un modèle très simple qui pourrait faire de la classification ou faire d'autres choses, en fait. C'est ça le backbone. Et pour finir, on a le task. Donc, le task, c'est carrément, on va dire, le modèle, on pourrait appeler ça comme ça, parce que ça va combiner l'étape de pré-processing, le backbone, et aussi ajouter une ou plusieurs couches pour faire la tâche qui nous intéresse. Donc, nous, par exemple, ici, on fait de la classification. Ça veut dire que le task va combiner tout ça et ajouter une couche pour faire notre classification. Donc là, le fait de dire num class égale tout, ça veut dire qu'on va faire de la classification binaire et il va automatiquement savoir qu'il doit ajouter une couche avec 2 neurones pour faire de la classification binaire. C'est aussi simple que ça, en fait, la partie task. Mais comme vous voyez aussi,
on doit donner le modèle. Ici, on donne le BERT Classifier. Il y a plein de modèles. Il n'y a pas que le BERT Classifier sur CRAS-NLP. Il y a des modèles Roberta, il y a les modèles GPT et tout ça. Donc, après, je vais vous donner le lien pour que vous allez voir la liste des modèles. Il y en a plein qui sont disponibles, en fait. Et on ne cesse d'augmenter des modèles aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est fixe, comme vous le savez. Les NLP de nos jours, surtout, il y a plein de nouveaux modèles qui sortent. Donc, pour résumer, voilà ce qu'on a en termes de composants. On peut commencer, je pense, au début, c'est plus simple, en haut. On a le BERT Classifier qui pourrait être n'importe quel autre modèle. Et ce modèle-là va utiliser le BERT préprocesseur et le BERT backbone, en fait. On a déjà parlé de tout ça. On a aussi le BERT processor qui va utiliser le BERT tokenizer. Donc, vous voyez comment les 4 composants peuvent être utilisés de manière séparée, mais aussi peuvent être combinés, comme quand on a un task, on combine le tout et on a juste une sortie. Ceci est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que avant, ou en tout cas dans d'autres librairies, des fois, tu es obligé de faire ces choses-là de manière séparée et de les combiner ensuite. Et quand il faut aller faire le déploiement, par exemple, c'est très difficile parce que tu dois gérer différents composants en même temps, faire le pré-processing, faire la tokenisation, faire la vectorisation sémantique, ainsi de suite. Et là, on les combine tous en même temps et on peut les utiliser très facilement, tout comme on peut les séparer. Donc, sur quoi on va appliquer ça vite fait? C'est juste sur Kaggle. Donc, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, Kaggle, c'est juste une plateforme où les gens peuvent venir et faire des compétitions data science. Donc, il y a pas mal d'utilisateurs. Il y a par exemple à peu près 14 millions d'utilisateurs de data scientists qui viennent pour faire de la compétition. Mais pas que. Pour moi, le plus important sur Kaggle, c'est pas que la compétition, c'est surtout le fait de pouvoir partager avec des gens qui s'y connaissent, qui sont des experts. Surtout quand on essaie de faire une compétition. Une fois qu'on a les solutions et les partages, c'est beaucoup plus simple d'accumuler ça. Et on a beaucoup plus d'intérêt à essayer d'accumuler et ça reste en fait. C'est pas comme si on lit un blog qui parle de X ou de Y. C'est pas la même chose. Là, tu as déjà pratiqué sur le projet, tu as passé pas mal de temps et donc le partage devient beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas que Kaggle par contre. Il y a Zindi, donc j'en profite pour glisser un mot. Donc Zindi, c'est aussi une plateforme comme Kaggle, mais surtout orientée Afrique en fait. Donc, il y a pas mal de problèmes africains qui sont sur Zindi, comme le fait de prédire la température ou le fait de prédire des livraisons, le fait de prédire des choses liées à l'agriculture. Donc, il y a plein de problèmes là-bas. Donc, ça fait que c'est une communauté plus africaine, en fait, on va dire. Et ça permet aussi de régler des problèmes qui sont locaux, en fait. Donc, pour moi, il est aussi important de connaître Zindi et de faire un tour là-bas. C'est assez intéressant comme plateforme. Alors, si on prend Kaggle et les compétitions qui y sont, souvent on a des classifications de texte, on a l'extraction de texte, comme par exemple le name entity recognition, pour dire, voilà, on a une personne ici, on a ici une localisation, on va dire, on a un pays ici, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses qu'on peut très facilement faire avec CRAS-NLP parce que c'est juste de la classification et on a déjà les composants pour faire de la tokenisation, les embeddings et tout ça. Donc, tout ça, on peut le faire avec CRAS-NLP sans aucun problème. Alors, sur Kaggle ou sur Zindi, pour gagner des compétitions, il y a plein de techniques que les gens appliquent. Bon, pour l'instant, sur CRAS-NLP, on a certains, comme le fait d'avoir des modèles qui sont dans l'état de l'art, comme les BERT, les Roberta, les GPT et tout ça. Mais on a aussi le fait de pouvoir optimiser nos modèles avec des hyperparamètres tuning et tout ça. Même les autres là qui ne sont pas supportés de manière native, on va dire, on peut le faire facilement parce que Keras NLP aussi, on peut très facilement y inclure des modules Keras, TensorFlow et tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment bloquant, mais ça demanderait juste un peu plus de travail. Alors, pour faire la démo ici, on va utiliser une compétition qui est très ancienne sur Kaggle qui s'appelle qui vient de Quora. Quora, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme où les gens peuvent venir poser des questions et avoir des réponses sur tout domaine. Et dans cette compétition, l'objectif, c'est juste de dire, est-ce que une question qui est posée, est-ce que c'est sincère ou pas? Sincère dans le sens où, quand je pose une question, et c'est pas vraiment une question, en fait. Il n'y a pas le ton neutre, par exemple. Je viens et je demande... du moins, je viens et je fais une affirmation sur, je ne sais pas moi, sur une religion ou peu importe. Ça, ce n'est pas une question. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est juste le fait de pouvoir identifier les questions sincères et les questions qui ne sont pas sincères. Comme vous pouvez en douter, ce n'est pas simple parce que ça demande quand même de connaître le sens sémantique de la question et ainsi de suite. Donc, nous, on va utiliser Keras NLP pour voir comment on peut régler ce problème très facilement.
Donc, pour cela, je vais juste aller sur Google Colab. Pour ceux qui ne connaissent pas, Google Colab, c'est juste une plateforme de Google qui permet de pouvoir exécuter des notebooks dans le cloud avec des cartes graphiques et tout ça. Et c'est gratuit. Il y a une partie payante où quand on va avoir des machines plus puissantes, mais sinon, c'est carrément gratuit. On peut venir exécuter dessus. Donc, par exemple, là, après, je vous partage ce notebook-là. Vous pouvez très facilement l'ouvrir avec Colab et l'exécuter vous-même. Et surtout que la plupart des librairies assez populaires comme TensorFlow et tout ça sont déjà installées sur Colab. Donc, il n'y a quasiment rien à faire en termes d'installation. Alors, donc là, si on va sur Colab, là, je vais juste d'abord... vous voyez que là, on a des cellules. Donc là, ça, c'est juste un notebook hein, de manière classique. Donc, bien sûr, il faut installer le Keras NLP qui est là. Mais une fois que c'est installé, vous pouvez voir que ici, là, j'ai le choix. Tout à l'heure, j'ai dit que Keras NLP est basé sur Keras Core. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a le choix de changer le moteur de deep learning qu'on utilise. Donc là, je fais Keras Backend TensorFlow, mais rien ne m'empêche de faire JAX ou Torch pour utiliser PyTorch. Et le code que vous voyez à partir de là ne changerait absolument pas. Voici une de, pour moi, en tout cas, quelque chose qui est hyper important avec Keras Core et en même temps Keras NLP qui l'utilise. Ensuite, on va juste importer des librairies classiques, TensorFlow, Pandas et tout ça. Donc là, on va télécharger le jeu de données dont on a parlé, le Cora Dataset là. Donc c'est ça qu'on a ici. On va juste le faire avec wget et le lien. Et on a le jeu de données. Quand on a le jeu de données, là, je ne veux pas exécuter parce que ça va prendre du temps et on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais vous pouvez le faire avec le notebook que vous allez avoir après. On lit le jeu de données avec Pandas, très simplement. Donc, vous pouvez voir qu'on a 3 colonnes. Cette colonne ne nous intéresse pas forcément. On a la question qui est posée par un utilisateur. On a le target. Donc, le target ici, quand c'est 0, ça veut dire que la question est sincère. Quand c'est 1, ça veut dire que la question n'est pas sincère. Alors, ici, on va voir la distribution des classes. On peut voir que la classe majoritaire est de loin, c'est la classe 0, c'est normal. La plupart des gens qui viennent poser des questions posent des questions sincères. Et là, on a des questions ici qui ne, là, c'est des questions qui ne sont pas sincères et vous voyez que ça représente très peu d'observations comparé aux questions sincères. Là, on ne va pas se fatiguer à régler ce problème-là. Ce n'est pas l'objectif parce qu'il y a des solutions pour régler le problème de déséquilibre. Il y a aussi des métriques qui sont adéquates pour faire ça, comme le, on ne va pas dire l'accuracy, parce que l'accuracy n'est pas une bonne métrique pour ça, mais on va l'utiliser ici. Mais il y a d'autres métriques qui sont beaucoup plus intéressantes, comme le F1 et ainsi de suite. Donc là, on va juste récupérer le texte et le target dans les listes. Ensuite, ici, on va parler de classe NLP. Là, ce que vous voyez ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de créer un classifier. Ce classifier, on va utiliser le modèle Roberta. On va donner ici le backbone qui sera utilisé. Donc ici, le backbone, c'est Roberta Base 1. Il y a plein d'autres backbones. On donne le nombre de classes égale 2 parce qu'on a 2 classes à prédire ici. Sincère ou pas sincère. Et quelque chose qui est intéressant ici, on fait classe trainable égale false. Donc le backbone, c'est ça qui s'occupe de donner une représentation sémantique intéressante de chaque phrase. Et ça a été déjà entraîné et Keras NLP nous permet de l'utiliser sans avoir à l'entraîner parce que déjà entraîné. On ne peut pas aussi écraser cette information qui est déjà acquise par ce backbone. Déjà entraîné par des... Là, je pense que Roberta, c'est Facebook qui l'a fait, même si ça se base sur BERT. Et ça a été entraîné sur beaucoup de données pour pouvoir faire cette représentation sémantique de chaque phrase qu'on lui donne. Donc, on ne veut pas modifier ça. Raison pour laquelle on met trainable à false, pour dire qu'on ne veut pas l'entraîner. Donc, le summary du modèle, il est là. Vous voyez qu'il y a les différentes couches et tout ça. Ce que vous pouvez voir aussi, il y a la partie tokenizer qui est là. Donc, ça, c'est la partie préprocesseur. Il y a aussi le modèle qui est là, carrément. Et on a notre couche finale qu'on a ajoutée ici, avec 2 neurones, en fait, là. Et là, on a le nombre de toiles de paramètres, 124 millions. Mais nous, on va optimiser uniquement 592 000 et quelques, parce que c'est les couches qu'on a ajoutées. On ne va pas toucher aux couches déjà pré-entraînées. On va faire le fit ici. On donne, ici, on prend juste 5000 phrases. Donc là aussi, on peut faire mieux parce qu'on pourrait faire une séparation stratifiée pour avoir un jeu de données bien proportionné par rapport aux 2 classes. On a le Y target qu'on donne. Et c'est tout. Le batch size 16, ça veut juste dire qu'on va faire des apprentissages par step de 16 exemples, mais c'est tout. Donc là, si on résume, tout ce qu'on a besoin pour faire le modèle, c'est ça. On a instancié un modèle ici. On a
rendre le trainable à false, ce qui n'est pas obligatoire, mais souvent ça permet d'avoir un apprentissage beaucoup plus rapide et un meilleur résultat quand on n'a pas beaucoup de données, parce que ça permet de ne pas overfitter. Et c'est tout, on fait le fit et on a ici, on a un accuracy de 92 sur le jeu de train. Et l'accuracy, comme c'est pas une bonne métrique, mais c'est pas important ici pour le jeu de données qu'on a en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une fois qu'on a entraîné le modèle, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre le modèle, predict, de lui donner la phrase. Carrément, en fait, le texte brut. On ne va pas être là à faire les étapes de pré-processing, de tokenisation, parce que tout ça est déjà inclus dans le modèle. C'est vraiment ça quelque chose qui est hyper puissant, en fait. C'est très simple de faire de la prédiction. Et quand on fait le predict directement, ça nous donne les logiques ici. Donc, ça veut dire que plus c'est positif, plus on a la classe qu'on a appris. Donc là, ça veut dire que la classe à prédire, c'est bien cette classe-là. Donc, ça veut dire que cette question-là est sincère. Parce que la classe 0, c'est ce qu'on a ici. Donc là, ce n'est pas de probabilité, c'est juste les logiques en fait. Parce qu'ici, on n'a pas. En fait, la partie probabilité et tout ça, on l'a inclus dans le loss. C'est pour ça qu'on a des sorties comme ça. Quelqu'un pourrait juste appliquer un softmax s'il voulait avoir des probabilités. Donc, c'est aussi simple que ça. Et même pour faire de l'évaluation, on peut prendre les jeux de données, mais cette fois-ci de 5000 à 6000. Comme ça, on pourrait dire qu'on n'a jamais vu ça et on fait evaluate et c'est tout. Je rappelle que c'est du texte brut, c'est important. Il n'y a rien à faire. Et on a l'accuracy qui est donnée aussi, qui est identique. Donc, pour moi, le plus important ici, c'est deux choses. On peut faire un modèle très facilement comme ça et c'est fini. On fait le fit. Mais dans la prédiction aussi, on peut le faire très facilement. On n'est pas là à faire beaucoup d'étapes de pré-processing, de nettoyage de données et tout ça. Ensuite, on a le fine-tuning, si on veut. Donc là, on avait mis le trainable à false pour dire qu'on ne va pas optimiser les couches déjà pré-entraînées. Mais dans la plupart des cas, une fois qu'on a fait ça, on veut quand même optimiser les couches déjà pré-entraînées pour que ça soit un peu plus tweaké par rapport à nos jeux de données. Raison pour laquelle on peut mettre un trainable égal à true, mais après. Parce que si on le fait au début, avant l'entraînement, le problème c'est qu'on risque d'avoir ce qu'on appelle de catastrophic forgetting, en fait, le fait d'oublier tout ce que le modèle a déjà appris sur un jeu de données beaucoup plus imposant que le nôtre. Donc, c'est après avoir optimisé un peu et que la fonction de perte est beaucoup plus faible, et donc les gradients plus faibles, on va faire l'entraînement des couches pré-entraînées avec un trainable égal true. On compile le modèle à nouveau. Et là, ce qui est important, c'est qu'on va donner un learning rate qui est très, très faible pour ne pas trop modifier les paramètres déjà pré-entraînés de manière agressive, en fait. C'est ça. Et donc, on refait la même chose. Là, par contre, là, si on fait le summary, c'est le même modèle, mais vous pouvez voir que les trainable params, c'est tous les paramètres, parce qu'on a mis trainable à true, le backbone. Et donc, on refait un fit, et c'est fini. Donc, le modèle va aussi optimiser. Bon, ce fit-là a pris beaucoup plus de temps, c'est normal, parce qu'on est aussi en train d'optimiser des millions de paramètres, comparé à tout à l'heure, on avait juste 5000. Mais ensuite, rien ne change. On fait l'évaluation et c'est tout. Donc, dans ce cas-ci, ça a donné de moins bons résultats. C'est surtout dû au fait qu'on n'a pas choisi la bonne métrique, qui est l'accuracy, mais aussi, il y a aussi le fait qu'on n'a pas forcément beaucoup de jeux de données ici. 5000, c'est quand même beaucoup, mais ce n'est pas énorme en fait. Donc là, vous pouvez voir que très facilement, on peut entraîner un modèle déjà pré-entraîné sans rien faire. Si on veut, on peut passer au fine-tuning. Et il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Ici, par exemple, on pourrait ajouter plus de couches, mais comme il n'y avait pas trop de temps, je n'ai pas voulu aller dans ces détails. Mais là, si on veut, on peut ajouter des couches carrément de transformeurs parce qu'on est dans Keras NLP. Ça contient aussi, en fait, tout ce que ces modèles utilisent en termes de couches et tout ça, ça le contient. Donc, on peut très facilement créer nos propres modèles from scratch avec des transformers et tout ça, ou ajouter sur des modèles déjà existants des couches de transformers et tout ça. C'est vraiment très, très flexible en termes d'utilisation. Les parties dont on a parlé, les tokenizers, les préprocesseurs et tout ça, on peut les utiliser de manière séparée. Par exemple, on pourrait prendre le préprocesseur et préprocesser notre jeu de données une seule fois, faire le cache et ne pas avoir à le préprocesser à chaque époque. Ça aussi, ça permet de gagner du temps en fait. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Malheureusement, on n'a pas le temps pour faire tout ça, raison pour laquelle je vous conseille quand même d'aller voir sur le site de Keras NLP. Ce sera dans le slide aussi. Comme ça, vous pouvez aller visiter, vous amuser avec et tout ça. Donc, en termes de conclusion, ici, je pense que ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que c'est vraiment très facile à utiliser, le Keras NLP, pour faire de la classification de texte. Il y a aussi le fait que les modèles sont très faciles à déployer parce qu'on n'a pas tous les composants à prendre en compte, le nettoyage, la tokenisation et tout ça. On peut juste donner un texte brut et avoir la sortie, et avoir la prédiction en sortie.
C'est du multi-framework, donc on peut l'utiliser avec PyTorch, JAX et TensorFlow en même temps, sans changer le code en fait. C'est très modulaire et flexible. On peut changer les blocs, on peut les modifier et ainsi de suite. Armel, je pense que ton micro est activé. Juste au cas où tu ne le saurais pas. Je crois que c'est presque l'heure, Tierno. Ah, c'est pour Ouais, ça. donc Ok. tu pourras conclure en fait. C'est ça, nickel, parfait. De toute façon, j'avais déjà fini. Hein. Donc, moi, Ok. je pense que ce que vous pouvez faire à la maison, c'est vraiment de tester vous-même d'autres modèles, d'entraîner des modèles LM from scratch, si vous avez assez de données, avec Keras NLP toujours, d'entraîner des modèles sur votre propre jeu de données, parce qu'il n'y a pas mieux que ça pour apprendre, et de déployer aussi vos modèles en ligne, parce que ça permet aussi d'apprendre toutes les étapes de modélisation jusqu'au déploiement. Pour moi, c'était tout. Merci. Et s'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup. Merci, Tierno. Merci pour cette brillante présentation. Il y a des questions. Je crois qu'il y a une question de Mohamedou Fabilou qui demande: pouvez-vous expliquer ce que c'est la vectorisation sémantique? OK. Bonne question. En fait, la vectorisation sémantique, c'est ce qu'on a expliqué ici. C'est juste le fait de pouvoir prendre un mot ou un token et de pouvoir transformer ça en un vecteur qui va représenter le sens de ce mot. C'est aussi simple que ça. Et ça se fait par apprentissage. Donc là, si vous regardez, le fait qu'on ait pen et pencil très proches ici, ça veut dire que les deux vecteurs qui les représentent sont aussi proches dans l'espace. Et ce vecteur-là, donc, c'est une représentation sémantique de ce token-là et ça a été appris. Donc, c'est juste ça, en fait. C'est le fait d'avoir un vecteur qui peut représenter le sens du mot. Super, super. Ah. Il y a Dimitri Ongois qui disait: au passant, quel outil utilisez-vous pour gérer le live? Oh, c'est du StreamYard. Ah, tranquille. C'est du StreamYard qu'on utilise pour gérer le live. SMTG demande: Hugging Faces versus Keras NLP. C'est une bonne question, ça. Je ne dirais pas versus, parce que je pense que c'est deux choses qui peuvent être utilisées en même temps, selon le besoin, en fait. Forcément, sur Hugging Face, on a beaucoup plus de modèles que sur Keras NLP, parce que Hugging Face est là depuis beaucoup plus longtemps. Par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples à faire avec Keras NLP. Comme tout ce que je viens de montrer là, souvent sur Hugging Face, on peut le faire, mais si on veut, pour moi, le plus important, c'est le fait qu'on a combiné deux choses. La facilité d'utiliser les choses quand on ne veut pas complexifier, mais aussi le fait de pouvoir les complexifier quand on veut, parce que les blocs sont très modulaires, en fait. Sur Hugging Face, c'est possible, mais à mon avis, sur Keras NLP, c'est beaucoup plus simple. Le problème maintenant, c'est qu'il y a plus de fonctionnalités sur Hugging Face, il y a plus de modèles et tout ça. Donc, pour moi, ce n'est pas deux choses on va dire, à mettre face à face. C'est plus deux choses qu'on peut utiliser en tant que data scientist en même temps, en fait, selon les problèmes et selon le modèle qu'on veut utiliser. Il y a Barizi qui disait: avez-vous une chaîne que vous recommanderez pour apprendre cela de zéro? Alors, moi, la plupart des chaînes que je regarde, c'est en anglais quand même. Mais en termes français, je pense qu'il y a une chaîne qui s'appelle Machine Learning qui n'est pas mal. Et même Google, en fait, ils font des vidéos pas mal, mais c'est en anglais aussi quand même, sur TensorFlow et tout ça. Par exemple, il y a la vidéo, j'ai oublié son nom, de Lawrence sur, par exemple, From Zero to Hero pour Deep Learning. Si vous regardez ça sur YouTube, vous allez voir ça. Donc oui, je pense qu'il y a pas mal de channels quand même où vous pouvez aller regarder ou suivre des formations sur ça, ou Udemy ou Coursera aussi, si vous voulez avoir quelque chose qui est plus organisé.